commencer à raccrocher un petit peu les morceaux du puzzle, j'espère. Santé publique forte. On part de la santé publique pour piloter les soins, pour évaluer ce que René Friedman parlait, pour partir des besoins de santé. On a un système de santé de 270 milliards d'euros qui est piloté sans du tout se préoccuper de la demande de soins, mais qui est piloté à partir de l'offre au jour le jour. C'est peut-être une des explications de la situation actuelle. Alors là, je vais aborder le sujet qui en général détend l'atmosphère le plus, où il y a assez peu d'enjeux, assez peu de pression économique, de pression politique. En général, les choses se passent relativement sereinement, qui est la question du financement. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on fait comment on finance ces 270 milliards, 200 milliards d'argent public, d'euros et 70 milliards d'argent privé. Si on prend juste la consommation de soins et de biens médicaux, comment est-ce qu'on finance ces 200 milliards de consommation de soins et de biens médicaux? Juste avant ça, parce que si je sais qu'il y en a qui ont des obligations, je tenais quand même à renouveler mes remerciements d'abord au président d'Ardel qui nous a fait l'honneur de cette mise à disposition de cette salle mythique où il y a eu tant de grands noms de la médecine qui ont été formés. Vous pouvez voir l'histoire de la médecine en haut de cette magnifique toile d'Hippocrate comment il s'appelle ? À René Friedman. Mais celui qui est là-haut, c'est pas René Friedman, pas encore. Mais voilà, ça va me revenir. Évidemment, je tiens aussi à remercier ces personnalités, toutes les personnes qui font partie de cet Institut Santé. Vous imaginez peut-être pas le travail qu'il y a derrière toute cette réflexion, mais il est en tout cas important. Donc merci. Sachez que c'est comme vous des gens qui ont un agenda plus qu'hyper chargé, et ça a été des heures de travail avec ces groupes de travail. Je remercie ceux qui ont fait des dons sur Internet, puisqu'il n'y a que des bénévoles ici. Hein. On vit dans le sens où il faut réserver des salles, où vous allez avoir tout à l'heure un imprimé d'une douzaine de pages, donc il faut financer ça. Donc je remercie ceux qui l'ont permis à travers Internet, où on a un espace de don. Je remercie ceux qui ont permis de tenir cette réunion. Mon ami Thierry Guerrier, qui est un journaliste de renom, et qu'on s'arrache pour modérer des conférences. Vous comprenez pourquoi, mais merci à Arnaud Danse qui filme. Et merci à tous ceux qui ont permis. Donc le bénévolat, c'est le mode de financement nouveau C'est ça. Ce que je voulais vous annoncer, c'est que ça allait être ça, en fait. Bon, alors... Bon, le système de financement des dépenses, il a été profondément transformé il y a 70 ans par l'avènement de la sécurité sociale. Hein, tout premier article du Code de la Sécu, la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. C'est la base du modèle républicain, parce que c'est ce qui tient entre mon bras droit, qui est la liberté, et mon bras gauche, qui est l'égalité. Ce qui unit les deux, c'est la sécurité sociale. Pour ceux qui veulent la remplacer, il faut juste trouver un moyen qui va unir les deux. Ceux qui pensent que c'est l'État, bonne chance, ça va être compliqué. Puisant aux sources de l'assistance, de l'assurance et de la prévoyance, la sécurité sociale s'en distingue, comme vous le savez. La montée en puissance du secteur assurantiel privé, qui était avant un simple complémentaire, un rôle de complémentaire pour quelques soins, cette montée en puissance de financeurs complémentaires sur l'ensemble des soins et de premiers financeurs sur certains secteurs a changé la donne. La sécurité sociale représente une troisième voie entre cette pensée marxiste et cette pensée libérale. C'est ce que Catherine Audard disait tout à l'heure, ce solidarisme de la fin du XIXe siècle qui a structuré toute notre pensée de la protection sociale. On peut la changer, mais ça serait bien de la changer contre une pensée qui apporte des bénéfices supérieurs et pas par cet universalisme dont on a besoin, mais qui est un universalisme qui risque d'être vers le bas si on oublie les fondamentaux. L'efficacité du financement se dégrade. Hein, et je rappelle qu'il y a 3 fonctions dans le financement. Quand on réfléchit à restructurer le financement, c'est il faut couvrir un risque, qui est la maladie. 2, c'est qu'il faut que le système redistribue. Et 3, il faut qu'il permette, par sa structuration, la maîtrise des dépenses. Aujourd'hui, soyons honnêtes, le système permet mal ces 3 fonctions. Même si, dans la première fonction, grâce à la sécurité sociale, on a une couverture des risques
qui génère des dépenses coûteuses encore extraordinairement bonnes. Il est de moins en moins redistributif pour sa partie complémentaire et il assure assez peu la maîtrise des dépenses, l'évolution vers une santé gratuite étant évidemment une évolution surprenante par rapport à cette fonction-là. Tout système d'assurance doit à la fois limiter les risques supportés par l'assuré et le rendre actif afin qu'il participe au contrôle des dépenses. On a aujourd'hui une situation très paradoxale, c'est qu'on est le pays le plus assuré au monde pour sa santé. 100% d'assurance publique, 100% de couverture de la population avec l'assurance publique, 96% de couverture avec l'assurance privée. On a, quand vous regardez la mutualisation de ce financement, le financement le plus socialisé au monde. 78% pour l'assurance maladie, presque 2% pour l'État, donc 80% de financement public et 13% de financement assurantiel privé et 7% de reste à charge. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a ça. La moyenne dans les pays de l'OCDE, c'est 75% de financement public mutualisé, 6% de financement privé assurantiel et 19% de reste à charge. Quand on voit ce tableau-là, on se dit ce pays est fantastique, c'est un pays dans lequel il ne peut pas y avoir de renoncement aux soins. Eh bien si, c'est le pays dans lequel les renoncements aux soins se creusent progressivement chaque année de plus en plus. Il n'y a pas besoin d'être un grand penseur pour se dire qu'il y a peut-être quelque chose à revoir dans l'architecture de ce financement assurantiel. Juste une suggestion. Peut-être que ce système-là dysfonctionne. Eh bien, c'est ce que l'on pense, puisque vous avez en plus du fait d'avoir une mauvaise couverture, vous avez un système qui est extraordinairement coûteux. Vous avez des dépenses administratives, en grande partie liées à l'assurance maladie et les organismes d'assurance complémentaire, de près de 16 milliards d'euros, donc 15 milliards d'euros, juste pour les organismes complémentaires d'assurance maladie. Vous voyez qu'on est le deuxième pays au monde avec les dépenses administratives sur le graphe de droite, les plus élevés, près de 6% de l'ensemble des dépenses sont consacrées aux dépenses administratives, contre moins de 2% dans un grand nombre de pays ou moins de 3% dans un grand nombre de pays. On peut toujours jeter la pierre sur l'un ou sur l'autre. C'est un problème de système, c'est un problème d'architecture. Une mosaïque côté organisme complémentaire d'assurance maladie, vous voyez que la hausse ne s'arrête pas. On est passé de 5 milliards il y a 10 ans à 7 milliards maintenant, alors que l'assurance maladie avait plutôt eu des dépenses croissantes. Plus on fait rembourser par le système assurantiel privé, plus les dépenses administratives augmentent. Et encore une fois, ce n'est pas jeter la pierre sur l'un ou sur l'autre, c'est que tel qu'il est organisé à 2 étages aujourd'hui, ça ne peut être que comme ça. Le système d'assurance maladie est relativement coûteux parce qu'on a une mosaïque institutionnelle qui est constituée de 14 régimes obligatoires, mais avec des délégations de ces régimes obligatoires à des mutuelles. Donc vous avez 86 opérateurs qui assurent le financement finalement de l'assurance maladie. Alors on a commencé à prendre des mesures, on a supprimé le RSI, on a supprimé quelques délégations, comme notamment pour les étudiants, puisque ces délégations n'apportent pas de bénéfices. En général, elles apportent plutôt un service un peu moins bien rendu que pour l'assurance maladie, pour différentes raisons. Mais il est évident que tout ça doit être pensé si on veut améliorer le système de façon systémique. Dernier point sur le constat, on arrive à une forme de stratification sociale de l'accès aux soins qui est en fait le cache-misère du système vers lequel on va. On a eu un plafonnement des contrats responsables. Vous savez, c'est 96% des contrats privés sont des contrats responsables. On les a plafonnés. On a dit que des contrats responsables qui étaient moins bien taxés, finalement, allaient être des contrats qui allaient moins bien rembourser. D'accord ? On les a plafonnés à 100% pour les consultations de spécialistes, par exemple. Ce qui fait que vous ne pouvez pas être remboursé au-delà de 25 €. Que se passe-t-il depuis ce temps-là ? C'est que vous avez une partie de la population qui n'a plus accès progressivement à ces consultations de spécialistes. Parce que lorsque vous avez payé votre contrat d'assurance, votre contrat d'OCAM, d'assurance privée, et que vous arrivez chez votre spécialiste et qu'il faut que vous payiez encore une partie non négligeable de reste à charge, forcément il y a une partie de la population qui n'y va pas. Mais c'est pas grave, on a des dispensaires pour cette partie de la population. Mais donc on stratifie.
Donc on a un exemple typique qui est ce qui a été signé récemment avec plusieurs professions, dont par exemple j'ai pris l'exemple du dentaire, où on a organisé des paniers de soins avec un panier 1 sans reste à charge, un panier 2 avec du reste à charge, mais le panier 1 il est sans reste à charge, mais il est évidemment sans innovation. Vous avez une prothèse métallique, vous avez le panier 2 qui est à tarif maîtrisé, que les OCAM remboursent ou ne remboursent pas, qui va être de qualité un peu supérieure, et puis vous avez la Rolls, qui est le panier 3, qui est à tarif libre, avec libre choix, avec toutes les innovations. Tarif libre, c'est-à-dire à financement libre, ou financement par reste à charge, ou financement par contrat de surcomplémentaire. Donc on arrive à véritablement à recréer quelque part des classes d'assurés. Tout le monde sera soigné, mais tout le monde ne sera plus soigné de la même manière. Et donc là, vous voyez bien qu'on sort du modèle vers lequel qu'on essaie de reconstruire, qui est certes un modèle qui ne laisse personne sur le chemin de la route, mais qui est un modèle qui creuse les inégalités de soins, là où on avait des inégalités de santé importantes en France, parce qu'on a oublié une grande partie d'action de santé publique et l'importance de la santé publique, ce que l'on a essayé de reconstruire à travers cette nouvelle gouvernance qu'on vous a proposée tout à l'heure. Alors c'est un petit peu je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, c'était un tableau de Daumier, ah non là on n'y voit rien, mais un tableau de Daumier de la fin du 19e qui, en fait, voulait critiquer un peu dans les trains les wagons de la 3e classe. Hein, c'est-à-dire qu'en effet, tout le monde, c'était une révolution, parce que tout le monde pouvait prendre le train, mais on avait quand même des endroits où on mettait les pauvres, et c'était ce qu'ils avaient appelé les wagons de la 3e classe. C'est un petit peu ce qu'on est en train de recréer aujourd'hui. Donc il y a une différence avec, voilà, ça, hein, l'allégorie de la République. C'est pas la même société, c'est pas le même système de santé. Ok ? Alors, ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'architecture de financement ? Si on veut utiliser, pas faire la révolution, qui n'est pas l'objectif, vous l'avez bien compris, de l'Institut Santé, mais si on veut utiliser les acteurs existants, il faut aller vers un système à payeur unique. Okay ? La nouvelle architecture de financement se construit à partir du principe qu'une prestation de santé est financée par un financeur unique. L'assurance maladie a historiquement été conçue pour protéger les Français contre le risque de paupérisation face à des soins très coûteux. Cela restera le cas dans le nouveau modèle. L'assurance maladie reste le bouclier sanitaire principal du système. La distinction des paniers de soins remboursés par l'assurance maladie et celui par les assureurs privés n'est pas à penser en fonction de la nature du risque, encore moins de sa gravité. Il n'y a pas de débat sur quel risque je prends en place. C'est l'assurance maladie qui reste le financeur prédominant de notre système de santé et qui pilote, vous l'avez vu, la gouvernance opérationnelle des soins. Parce que c'est elle qui permet de faire le lien entre la liberté de choix et l'égalité des chances. La chronicisation des pathologies fait que l'assurance maladie ne couvrira pas certains soins dont une couverture assurantielle peut être nécessaire. Donc une fonction d'assureur supplémentaire est donc à structurer pour garantir que ces soins soient accessibles à tous. Cette fonction est à créer selon une logique mutualiste. Donc vous passez d'un système à financement à payeurs multiples où vous avez la sécurité sociale, l'État, l'OCAM, les ménages, tout ça souvent pour le même soin. Quand vous allez chez le pharmacien pour acheter un médicament à 7 €, vous savez que vous avez l'assurance maladie qui va vous rembourser 65%, et puis la complémentaire santé qui va rembourser 35% pour un produit à 7 €. Demain, c'est un système de financement à payeur unique avec la sécurité sociale, financeur principal, bouclier principal, qui avec un système de tickets modérateurs non assurables, avec toutes les clauses d'exonération qui existent aujourd'hui par rapport aux 100% pour les affections de longue durée, par rapport à tout un tas de conditions pour les plus défavorisés où ils ont une exonération de ce ticket modérateur. Notre système a été remarquablement bien pensé, mais on l'a juste dévoyé avec l'évolution du temps, donc il faut le remettre à jour, et des OCAM qui deviennent des OSAM, c'est-à-dire des organismes supplémentaires d'assurance maladie. Alors, on a fait tourner un peu des modèles avec plusieurs hypothèses pour voir si ce décroisement des paniers de soins pouvait être viable. Et évidemment, ça l'est. On a pris l'hypothèse ici. Vous avez l'hypothèse, en fait, qu'on conserve les grandes masses de dépenses
aujourd'hui de la sécurité sociale, des OCAM et des ménages. Donc on a conservé, qui est une hypothèse d'école, et là c'est pas l'Institut Santé, c'est Frédéric Bizard, une petite parenthèse, il est évidemment absurde de rembourser des lunettes. On est le dernier pays au monde à rembourser des lunettes, tout du moins pour l'ensemble de la population, qui n'est pas un produit sur lequel on s'assure, il n'y a pas d'aléa. Bon, et je reviens dedans, tout ça, ça sera à qui de le décider. Par rapport à des OSAM, le rôle des OCAM sera donc, dans le nouveau modèle, un rôle d'assureur supplémentaire sur des prestations sanitaires non couvertes par l'assurance maladie. Les pouvoirs publics définiront un contrat homogène standard qui garantira un niveau de prestation standard sur le marché. Ce contrat servira de référentiel pour le marché des OSAM en termes de prix, de garantie et de services, avec l'adjonction d'un comparateur public qui véritablement permettra de faire jouer l'intensité concurrentielle. Sur un marché privé, c'est quand même mieux de le faire jouer plutôt que d'avoir une grande opacité du marché, comme c'est le cas aujourd'hui, et de donner la possibilité aux assurés de facilement évaluer les offres. Évidemment, une offre une offre libre à côté de ce contrat homogène standard qui sera obligatoire à commercialiser pour l'ensemble des acteurs de ce marché-là. La pratique du remboursement différencié selon le professionnel de santé sera interdite sur l'ensemble du marché des OSAM afin de garantir la liberté de choix des patients et l'indépendance professionnelle des soignants. Quelle est la raison d'aller sanctionner un assuré patient qui choisit son professionnel de santé, qui achète le même produit par rapport à, mais qui ne va pas visiter un professionnel de santé qui fait partie du réseau choisi par l'assureur? Quelle est la raison pour laquelle il faudra le sanctionner? Il n'y en a évidemment pas dans un modèle républicain. C'est une remutualisation de l'assurance privée à travers l'affiliation individuelle. La mise en place des contrats collectifs dans l'assurance santé privée a conduit à distinguer deux populations à risque différents. Une population des actifs, à relatif faible risque, et une population des inactifs, à relatif haut risque. C'est évident que c'est difficile de rendre un système assurantiel performant lorsque vous différenciez les deux familles de risques tels que ça a été fait. Mais on a été plus loin. On a généralisé la complémentaire santé collective qui oblige toutes les entreprises à obliger leurs salariés. Il y en avait 3 600 000 qui n'étaient pas sur une assurance collective, qui étaient sur une assurance individuelle. On les a mis dans le panier de l'assurance collective, ce qui fait que ceux qui ont le plus besoin d'une protection, qui sont les inactifs, se sont retrouvés avec des contrats individuels beaucoup plus coûteux. Et donc se sont éloignés d'un accès à des soins de qualité. Donc ce que l'on propose, c'est donc une affiliation uniquement individuelle avec la suppression des contrats collectifs et une couverture santé privée supplémentaire mutualisée sur l'ensemble de la population, basée sur une affiliation individuelle qui permettra aux inactifs d'avoir une couverture de bien meilleur rapport coût-qualité. Ce financement va donc libérer une part du financement par les entreprises. 5 à 6 milliards d'euros financés aujourd'hui par les entreprises. Qu'en fait-on? On baisse le coût des entreprises, ça peut être une idée, il faut le faire probablement, mais il faut surtout utiliser cette manne-là pour investir massivement dans la santé au travail, qui est un autre point faible avec la santé dans les écoles. Et donc cet argent, sous forme d'un plan d'investissement dans la santé au travail, doit être utilisé. Il peut être utilisé, ça avait été une idée qui avait été récemment mise sur la table et qui est une excellente idée, c'est comment voulez-vous maîtriser les indemnités journalières si vous n'impliquez pas l'ensemble des parties prenantes, dont le lieu dans lequel vous avez ces arrêts de travail. Donc pour les arrêts de travail qui sont liés à l'organisation du travail, et on connaît lesquels c'est, il faut un financement par, en effet, l'entreprise, qui sera la contrepartie que l'entreprise ne finance plus. Cette participation au contrat collectif, on l'estime entre 1 et 2 milliards d'euros financés par les entreprises. Donc, sur l'ensemble du coût global, les entreprises n'ont pas de coûts supplémentaires, parce que le problème que ça posait, c'est qu'en effet, c'est pas le moment de rajouter des coûts aux entreprises. Et vous avez compris qu'on en enlevait par cette mesure-là. Et dernier point, une instance de supervision de l'assurance privée en santé. C'est 37 milliards d'euros aujourd'hui, ce marché-là. Ça ne va pas faire plaisir aux mutualistes qui sont là, mais c'est une vraie jungle. Personne ne contrôle rien sur ce marché, à part la CPR qui assure le contrôle des ratios prudentiels. Mais on sait bien que l'assuré là-dedans est très peu protégé par rapport à ça. Dans l'avènement de l'IA, dans le numérique, il est urgent
de s'assurer qu'il n'y ait pas une sélection de risques à partir de données qui vont forcément être disponibles à l'ensemble des acteurs. Donc il faut une structure de supervision à ça. Alors ça a de multiples avantages, ce nouveau, et je n'ai pas vu de gros désavantages, mais vous en aurez peut-être dans les débats. Ça permet une optimisation de la gestion du risque, ce système à payeur unique, parce que c'est une incitation plus forte pour l'assureur qui est seul financeur à gérer le risque. Quand vous avez deux assureurs qui se complètent par rapport à un même risque, il est difficile d'investir dans des programmes de prévention, sachant que qui va finalement se retrouver gagnant. Une plus grande lisibilité du financement et des coûts de santé par les assurés. Il y a très peu de Français qui sont capables, non pas alors que ce sont des gens intelligents, mais qui sont capables de comprendre qui paie quoi quand vous allez chez votre dentiste, quand vous allez chez votre médecin, parce que le système est devenu très peu lisible. Alors on parle depuis le début de cette séance-là, et tout le monde est d'accord avec là-dessus, qu'il faut que la personne soit acteur de sa santé, mais encore faut-il qu'il ait une lisibilité sur les coûts. Un retour sur cotisation qui sera plus élevé grâce à une baisse sensible des frais de gestion. On peut considérer que les OCAM ont des frais de gestion trop élevés, mais c'est le système qui fait aussi ça, puisque je vous l'ai dit, même pour des très petites sommes, vous avez deux acteurs, donc vous avez deux traitements administratifs sur des centaines de millions de prestations de santé. À partir du moment où vous n'avez plus qu'un seul intervenant, déjà vous faites baisser la dépense administrative de façon structurelle. À partir du moment où vous avez un contrat homogène standard avec un comparateur public, il est évident que vous favorisez les organismes supplémentaires maintenant, les plus compétitifs. Donc vous faites baisser les frais de gestion qui, pour aller faire du naming sur les stades ou envahir les ondes, et peut-être peut servir davantage à mieux couvrir les risques. Une meilleure capacité à diversifier les modes de paiement des offreurs de soins. À partir du moment où vous avez deux financeurs, c'est compliqué d'aller faire du financement à la performance, qui paye quoi, et on voit ce théâtre d'ombre de la politique conventionnelle avec les organismes complémentaires qui sont dans un coin, l'Union nationale, l'UNCAM, l'assurance maladie qui pilote face aux professionnels de santé, et puis les OCAM qui regardent si ça les intéresse ou pas et qui signent ou qui ne signent pas. Bon, évidemment, tout ça n'est pas très fluide comme concept. À partir du moment où vous avez un payeur unique et que vous avez seul l'UNCAM qui pilote les soins, vous, évidemment, optimisez le système. Il y a une exigence du système de fixer les tarifs reflétant la réelle valeur des actes. Je vois des spécialistes, des médecins spécialistes qui sont au problème, ils disent « Oula, mais que devient mon secteur 2, mon secteur 1 ?» et tout ça, évidemment, tout ça disparaît, puisque vous tarifez les actes au juste prix. On n'a pas créé l'ICAS pour rien, c'est que vous avez une capacité avec un État qu'on a réarmé pour là où il doit être fort, c'est-à-dire en matière de santé publique, d'évaluation, de recherche. Vous avez une capacité, vous donnez une capacité au système d'évaluer les actes à leur juste prix. Donc à ce moment-là, et à partir du moment où vous avez un payeur unique, vous n'avez pas besoin, évidemment, de cette différenciation tarifaire qui pose tous les problèmes qu'on connaît au quotidien. Une lutte plus efficace contre la peau, une meilleure maîtrise des dépenses publiques et privées de santé, donc une multitude d'avantages. Pour un régime santé universel, là aussi, si l'assurance maladie a des dépenses administratives coûteuses, c'est encore cette mosaïque institutionnelle qui rend le système relativement coûteux. Bon, ce qu'on veut faire dans de mon point de vue, l'excellente chose qu'on veut faire avec les retraites, si on va bien jusqu'au bout et si on respecte le cahier des charges, il faut le faire aussi avec la santé, avec un régime santé universel. Alors vous allez me dire, non mais on l'a déjà, on a le PUMA. Enfin le PUMA, c'est juste un habillage par rapport à un système qui reste encore extrêmement morcelé. Hein, je vous ai parlé de 86 opérateurs pour le régime, la distribution du régime obligatoire. Ce que l'on propose, c'est peut-être pas d'aller vers un régime unique. L'universalisation ne signifie pas le régime unique, mais d'aller vers deux régimes, d'accord, pour mettre en concurrence deux régimes publics et pour s'assurer qu'il y a un service public qui soit de qualité. Donc aujourd'hui, vous avez la MSA et le régime général, mais enfin ces noms doivent laisser place à deux autres noms, mais qui sont probablement ces régimes dans lesquels on peut regrouper l'ensemble des autres et leur donner un autre nom et laisser un libre choix à l'assuré de choisir son régime d'assurance maladie, ce qui se passe notamment en Allemagne. Dernier point par rapport aux innovations, il faut renforcer le vivier d'experts.
Hein, on a un vrai problème pour ceux qui connaissent un petit peu ces sujets-là, c'est qu'on a fait des lois, c'est bien, mais en fait ils protègent tellement, ils mettent tellement un mur de Chine entre les industriels et les professionnels de santé que vous avez un assèchement du vivier d'experts. Il faut financer un collège d'experts scientifiques indépendants de haut niveau sans lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Ce qui se fait avec la FDA notamment, mais ce qui permet d'avoir un vivier sans ces liens d'intérêt. Évidemment, tous ceux qui ont des liens d'intérêt peuvent participer aux évaluations, mais ne peuvent pas délibérer sur les décisions finales, sans quoi ils ont des conflits d'intérêts. Rattacher le comité économique des produits de santé à l'assurance maladie. Pourquoi ? D'abord, finalement, ce CEPS dans lequel vous avez l'ensemble des financeurs, qui est en flottement aujourd'hui entre la HAS et l'assurance maladie, qui en fait ne négocie avec les industriels, mais n'est ni le financeur ni l'acheteur. Il ne fait que négocier, donc on voit qu'il a une position impossible. Ensuite, qui doit décider de savoir exactement, à partir du moment où j'ai à ma disposition énormément d'innovation, que je ne peux pas tout financer, est-ce qu'il faut une participation des assurés? Nous pensons que oui, la démocratie sanitaire aura de bon, probablement qu'elle privilégiera l'innovation par rapport aux anciens produits. Vous savez comme moi que l'innovation, c'est un processus conflictuel de destruction créatrice et qu'il faut arriver à faire jouer si on veut privilégier l'innovation. Ça rendra le process plus transparent. Je pense qu'éloigner le citoyen de cette tarification et du process de sélection des produits de santé est une erreur, ne fait que créer de la suspicion qui est assez généralisée aujourd'hui par rapport aux industriels. Mettre en place un taux unique de remboursement. Vous savez qu'on est le seul pays au monde à même les produits qu'on estime sans service médical rendu, on les rembourse un petit peu pour les maintenir encore un petit peu en vie. Mais le un petit peu multiplié par des millions de fois, ça fait des sommes extrêmement importantes qui ne sont pas disponibles pour le financement de l'innovation. Donc on pense qu'un taux unique de remboursement, probablement autour de 60%, est à mettre en place. Dernier point, concevoir un consortium industriel dont la mission serait de réussir le virage de l'innovation numérique de l'ensemble de notre système de santé. Il y a quelque chose d'assez amusant, c'est qu'à 10 heures en même temps qu'on vous parle aujourd'hui, vous savez qu'on a présenté le 125e relance du DMP avec Mme Buzyn et M. Revel, qui ne fonctionne pas d'après ceux qui l'ont mis en test, donc il y aura une 126e fois. Mais on voit bien qu'on est finalement dans une impasse. Peut-être que là aussi, on peut juste poser les crayons et se dire il faut peut-être procéder différemment. Bon, ça c'est un exemple probablement parmi d'autres qu'on peut faire, mais on pense que l'État doit fixer un cahier des charges, l'État doit définir des objectifs et confier à un consortium d'industriels qui représenterait l'ensemble des fonctions nécessaires pour mener à bien ce projet de modernisation de notre système de santé pourrait être créé. Alors comment le financer? Bon, désolé de finir un peu sur une note qui va sembler peut-être pas polémique, mais on a, du côté des assurances privées, des réserves financières qui sont extrêmement importantes. Des réserves financières qui ont été accumulées au cours du temps à partir des primes des assurés, qui sont de l'ordre d'une 60aine de milliards d'euros, qui sont au moins 50 milliards, ce qu'on appelle des réserves surabondantes, c'est-à-dire qui ne sont pas justifiées par les ratios prudentiels. Vous savez que les assureurs doivent avoir des réserves. Et là, on a 50 milliards qui sont au-delà de ces réserves-là. Est-ce qu'on les taxe aveuglement, comme ça a déjà été fait, ou est-ce que finalement, on s'en sert pour améliorer, pour moderniser les systèmes de santé sur le plan du virage numérique, ce qui évidemment bénéficierait aussi aux assureurs en retour, puisqu'il y aura une plus grande facilité à gérer le risque. C'est une suggestion que l'on fait, il peut y en avoir d'autres. Alors, avant-dernière slide, c'est tout ça, il faut le chiffrer. Vous allez me dire, on a prévu plus de dépenses de prévention, on a prévu plus de dépenses de recherche, on a prévu un pôle d'excellence académique, mais où sont toutes ces dépenses? Alors, ça, vous aurez le détail, mais en gros, oui, il y a des dépenses supplémentaires qui sont de l'ordre d'un milliard 8 par an sur les 3 prochaines années, mais non, il y a des économies qui sont de l'ordre de 5 milliards 8 par an sur les 3 prochaines années, ce qui fait que sur les 3 ans, ce programme de refondation
hormis toutes les mesures de régulation classiques que vous avez dans tous les PLFSS, un peu plus de générique, un peu moins de tarifs pour les radiologues et pour la biologie, toutes ces mesures qui ne font pas partie, qui sont des mesures courantes de régulation, que je ne prends pas en compte ici, qui sont ajoutées, mais vous avez donc un programme qui vous permet des économies par l'efficience de plus de 10 milliards d'euros sur les 3 ans. Voilà, je finirai par ça, c'est une exposition que je vous conseille, qui est au Panthéon aujourd'hui et qui a un lien avec ce qu'on dit, parce que Clémenceau, qui était, vous ne savez pas, fils de médecin et médecin lui-même, il a bien aimé l'accroche qui est le courage de la politique. Ça peut sembler banal, mais c'est vrai que le courage de la République, pardon, c'est qu'en fait, cette République, elle n'est pas acquise, elle n'est pas... il est tellement plus facile d'étatiser le système, de construire un système public pour une partie de la population et de laisser l'autre partie de la population dans les mains du marché. Direction vers laquelle on va gentiment, qui est quand même la solution de facilité. C'est tellement plus compliqué de faire ce qu'on vous propose, de régénérer ce modèle républicain, mais c'est tellement plus puissant pour le vivre ensemble qu'on vous propose cette solution. Merci.